c'est un voyageur, c'est un carnettiste, c'est un scénariste, c'est un illustrateur, un musicien, un critique cinématographique, un collectionneur et un dessinateur. Oui, oui, c'est lui. Il vient d'ailleurs de dessiner le dessin d'introduction. D'abord connu par son nom, Berberian, accolé pendant près de 3 décennies à celui de son complice, Philippe Dupuy. Dupuy-Berberian, un duo tellement fusionnel qu'il a passé une bonne partie de sa vie publique à expliquer, réexpliquer, expliquer encore comment il dessinait et écrivait à deux. Dupuy-Berberian, lauréat 2008 du Grand Prix de la ville d'Angoulême, seul cas de l'histoire du prix, je crois, où il a été remis à un duo pour une même œuvre. Vous confirmez? Ouais. Berberian est redevenu depuis 6 ans Charles Berberian. Charles Berberian est né à Bagdad en 1959. Il a grandi dans la capitale irakienne, puis à Beyrouth, au Liban, avant de s'installer en France pour fuir la guerre et étudier. Paris est un des personnages principaux de son œuvre. Ses héros sont Monsieur Jean et Henriette. Ses thèmes de prédilection, c'est une liste subjective, l'engagement, les passants, la musique, les disques, les mini-disques, les héros, les non-héros, les étapes de la vie, le quotidien dans ce qu'il a de plus simple. Avec moi pour interroger Charles Berberian, Sonia Deschamps, Julien Solé, et au dessin, en ce moment même, c'est François Hollis-Laguerre. Bonsoir, rebonsoir Charles. Bonsoir. Je dois... Marche? Oui, allô. Est-ce que ça marche? Bonjour. Ouais, ça marche, c'est bon. Et alors, au début de l'émission, vous disiez que j'étais l'inventeur des conversations stupides, c'est ça? Le centre de recherche des conversations. Le centre de perfectionnement pour conversations idiotes. Mais comment vous savez ça? C'est dingue, vous savez tout de moi. C'est dans le journal d'un album. Ouais. Au tout début, mais oui. Vous êtes dans un taxi oui. Et vous êtes en train de discuter Malheureusement, avec lui. le centre a fermé. Ouais. Il n'existe plus. Et donc, avec la conversation, vous dites qu'il faudrait inventer ce centre pour que les coiffeurs, les plombiers, etc. puissent se perfectionner dans les conversations idiotes. J'arrivais pas à avoir des conversations suffisamment stupides. Donc le centre a fermé, je suis désolé. J'ai dit aussi beaucoup de choses. Est-ce que ça va la alors, critique de cinéma, je sais pas pourquoi. Oui, non, quand Cinérama? Ah, mais oui, bien sûr. Pardon. Mais je vois pas ça comme une critique. C'est plutôt une déclaration d'amour. Voilà, mais Cinérama, donc il y a un album dédié aux plus mauvais films, aux meilleurs plus mauvais films de l'histoire du cinéma. J'ai une mémoire flétrie. Sonia. Justement, tu as évoqué un petit peu les débuts, l'enfance. On est au Festival international de la bande dessinée. La bande dessinée, la première approche que vous en avez eue, c'était par les comics. Ça n'a pas été directement par la bande dessinée franco-belge. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement de la découverte de cet univers, de comment vous en êtes tombé amoureux une première fois à travers les comics et après réellement la vraie claque, vous le disiez, avec la bande dessinée franco-belge? Les hommes avec les slips sur leur collant, ouais. C'est malheureusement ce qui m'a frappé en premier, qui m'a plu. Enfin, le slip rouge de Superman, le slip bleu de Batman. Mais j'aimais beaucoup ça. Enfin, il y avait un côté... tous les enfants ont envie d'être super-héros, je pense que c'est ça. Hein, enfin. Mais il y avait que ça aussi. Hein. Donc, il y a une fascination pour ces bandes dessinées-là, que je disais parfois en arabe, parce que Batman était publié en gros recueil arabe, sous le nom de Wat al-Watwat. La chauve-souris, Al-Watwat. Et donc, ça, c'est pour annoncer mon amour des romans graphiques en noir et blanc par la suite. Pas forcément en arabe, d'ailleurs, mais en 70, j'avais 11 ans, je découvre la bande dessinée franco-belge. Et par, évidemment, le biais d'Astérix et Lucky Luke et Tanguy et la Verdure. Et là, ça a été la découverte que les héros pouvaient avoir des slips sous leurs pantalons, mais aussi la découverte des auteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, je lisais des comics, on ne connaissait pas le nom des auteurs, il y avait juste Batman ou Superman. Mais là, c'était un peu signé, les noms. Et c'est là aussi que je découvre les premières bandes dessinées de Gottlieb qui se mettaient en scène. Et ça a été une claque énorme parce que je sais pas, ça correspondait vraiment à ce que
je voyais autour de moi, ça avait des résonances avec les films que je voyais. Enfin, c'est là où la bande dessinée a commencé à avoir une importance. C'était envahissant, quoi. Je préférais lire et dessiner plutôt que de vivre une vie normale, faire du sport, danser. Est-ce que toi, tu as découvert ça directement en album ou dans Pilote ou Spirou et Pilote aussi. Pilote, il n'y avait pas ça à Beyrouth, parce qu'en 70, je suis passé au Liban, il y avait Spirou, il y avait Tintin, il y avait les Tintins de mon grand frère. Et non, Pilote, il n'y avait pas Pilote. Mais il y avait le mari de ma cousine, de ma grande cousine, qui avait plus de 10 ans que moi, qui ramenait l'écho des savanes, les premiers, ceux de Bretéché, Gottlieb et Mandrika. Et je les lisais en cachette. Tu as commencé à découvrir le Gottlieb déjà, déjà adulte, ouais. dans sa tonalité adulte. Pratiquement en même temps que la rubrique à braque, ouais. Et le sexe et la bande dessinée ensemble, c'est un cocktail, c'est monstrueux. Parce qu'au Liban, en plus, dans les années 70, c'est évidemment impossible d'avoir une revue de cul. Enfin, il y avait quelques grands à l'école qui avaient des revues de cul, mais c'était d'une violence incroyable, quoi. On ouvrait les photos. Quand on n'a jamais vu des photos de cul, de voir d'un seul coup tout déballer, c'est horrible. Mais là, avec la bande dessinée, il y avait une distance... et puis une élégance, finalement. Enfin, moi, par exemple, l'une des premières séquences de cul que j'ai pu voir comme ça, c'était dans Delirious, en fait. Dessiné par... Parce qu'évidemment, ça n'existait même pas au cinéma. Donc la bande dessinée, pour moi, c'était un monde merveilleux. Et quand vous êtes arrivé en France, donc c'était en 75, c'est ça? Oui. Vous avez terminé vos études et vous avez commencé des études de médecine. Enfin, vous avez terminé médecine, le lycée ouais. Et vous avez commencé des études de médecine. Oui, oui. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Deux premières années de médecine. Ouais. Bon, je savais pas trop ce que je voulais faire et ça a été comme une année sabbatique, en fait. Deux, non? Un an et demi. Enfin, la deuxième année, j'ai été animateur de colonie de vacances. Enfin, j'allais en classe de mère, j'encadrais les enfants. Mais le dessin est venu en même temps que la découverte de la bande dessinée, c'est-à-dire que tout de suite, vous vous êtes dit, moi aussi, je peux m'emparer de ça et en faire. En fait, le dessin, tous les gamins dessinent, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas? Et moi, c'est pas très honorable de ma part, mais on se dit tout ce soir. Je voulais agrandir ma collection de bandes dessinées. Vous copiez même les copyrights, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, je fabriquais je me suis rendu compte que c'était moins cher de fabriquer des albums soi-même. Et ça allait vite en plus. Enfin, à l'époque, ça allait vite. Aujourd'hui, pour moi, ça va nettement moins vite. Mais j'ai dû faire 10 pages, je les ai agrafées, j'ai fait des couleurs au crayon et j'avais un album. Et c'était une copie de Ricochet. J'avais dessiné Ricochet comme ça. Et donc, j'ai pu agrandir ma collection. Je devais avoir une dizaine d'albums. J'ai dû doubler ma collection en même pas un mois. C'est là que j'ai vu que c'était une activité envisageable pour moi. De les revendre, tu veux dire, derrière? Non. Alors, j'ai essayé d'être populaire à l'école, mais ça, tous les dessinateurs, je pense, c'est un peu pareil. On essaye d'être populaire par ce qu'on sait faire et ce que les autres ne savent pas faire. Marquer des buts, courir très vite, moi, j'y arrivais pas. Par contre, dessiner, j'y arrivais. Et je faisais des caricatures de Charles Bronson. C'est marrant, ce que tu décris ressemble à Paracuelios de Carlos Jiménez, la découverte des super-héros, des trucs de cul, tout ça. Peut-être un parcours assez classique. C'est pas pareil pour toi? Je ne sais pas, on en parlera une autre fois. Tu as honte? Vas-y, Sonia. Non, Ziad évoquait les premières années de médecine. Après, il y a eu quand même des écoles d'art. Oui. Mais la base ce que vous avez le plus appris, j'ai l'impression, c'est surtout les rencontres. Enfin, vous avez finalement pu vous faire un groupe et c'était surtout par le fait de pas être seul et d'avoir une bande de copains qui étaient là plus que par la technique réellement. Oui, c'est-à-dire qu'on voulait... c'était l'époque où quand on formait une bande, c'était pour révolutionner le monde. Moi, j'avais été frappé par ce qu'avaient fait Mandrika, Bretéché et Gottlieb avec l'écho des savanes. J'ai oublié de le dire dans le sommaire, on va en reparler tout à l'heure, notamment sur l'histoire de Pilote. Ouais.
Mais il se passait la même chose en musique ou dans le cinéma, par exemple, la nouvelle vague et tout. Donc, tout le monde avait cette envie-là. Et c'est pour ça que je me suis connecté tout de suite à l'association, alors que c'était... Enfin, Philippe et moi avions déjà commencé à publier, mais j'ai vu cette bande arriver, c'est ce que j'espérais. Parce que moi, je suis incapable de fédérer. Je ne peux pas réunir des gens autour de moi en disant « Allez, on fait ça, on fait ci », ça m'épuise, je ne fais pas ça. Et donc, très tôt après la fin de l'école d'art, vous commencez à travailler en duo avec Philippe Dupuis. Oui. Au début des années 80. En fait, on n'a même pas fini. Vous n'aviez même pas fini? Non, on s'est rencontrés pendant que lui était étudiant aux Arts Déco et moi aux Arts Appliqués de Paris. Et on cherchait à publier. Lui, il avait un plan pour placer des pages dans Métal Hurlant. Moi, j'ai profité de la rame de wagon qui se présentait devant moi. Et puis, on pensait faire juste une bande dessinée ensemble, quoi. C'est tout. Et vous finissez par former, je l'ai dit, mais vous en ouais. avez déjà parlé. Bah, on a travaillé presque 25 ans voilà. ensemble. Ouais. Un duo où c'est fréquent, les duos dans la bande dessinée. En revanche, ce qui est moins fréquent, c'est un duo où tout est fait ensemble. On ne sait pas qui souvent dessine quoi, qui écrit quoi, et c'est totalement fusionnel. C'est bizarre, hein. Au point où Dupuis devient presque votre prénom, Dupuis Berberian. Enfin, Oui, c'est curieux, ça l'est encore plus pour moi aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand on disait aux gens, c'est naturel pour nous, et c'est vrai qu'on ne faisait pas particulièrement d'efforts pour trouver ce fonctionnement à deux. Et quand ça a commencé à flancher, c'est-à-dire que cette espèce d'osmose était plus laborieuse, c'est là qu'on a commencé à se rendre compte de la chance qu'on a pu avoir à travailler ensemble comme ça pendant 25 ans. Et ce qui me... Enfin, c'est bizarre pour moi parce que je peux dire que j'aime ce qu'on a fait, quoi. Enfin, c'est pas de la... Enfin, c'est bizarre. Quand un auteur dit « j'aime ce que je fais », non, je sais pas. Et vous avez utilisé le passé, là? Oui, ça fait partie du passé. C'est quelqu'un d'autre que moi, en fait. C'est cette entité-là. J'aime bien, en fait. J'aime bien cette entité. Et une autre particularité du duo, vous me coupez hein, si je pose trop de questions. Une autre particularité, c'est que vous avez touché à plein de domaines. Vous avez fait de l'illustration. Alors, en disant toujours nous sommes dessinateurs, mais vous avez fait de l'illustration, vous avez fait de la publicité, vous avez fait. On était attirés par des gens comme Tommy Ungerer ou Ralph Steadman, mais aussi par des gens comme Tardy. Et puis, plus proche de nous, des gens comme Chaland, comme Serge Clair. Serge Clair qui vient de publier son gros livre sur le rock'n'roll, où on voit que c'était une star des médias dans les années 80, quoi. Enfin, moi, j'aimais cette manière d'envisager notre activité. C'est-à-dire que ce qui m'a convaincu que la bande dessinée pouvait être ma discipline principale. Au début, je pensais que c'était un métier, mais je me suis rendu compte que c'était plus une discipline qu'un métier. C'est que c'était très ouvert, que je pouvais faire plein de choses à partir du dessin, avec le dessin. Et la génération qui est là, notamment François Olisleger, qui dessine avec Mathilde Monnier. Enfin, c'est quand même une chance incroyable d'être toujours content de faire d'être dans cette discipline avec des gens comme ça, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais. La bande dessinée, c'est quelque chose, c'est une discipline de groupe, justement? Non, enfin c'est les deux. Là, en ce moment, depuis 2 ans, je suis dans un atelier collectif, ce qui m'était jamais arrivé. Au début, on a travaillé ensemble, Philippe et moi, dans le même atelier pendant 2 ans, puis on a commencé à s'engueuler pour des conneries. La vaisselle, ou je sais pas. Et donc, on a décidé de travailler chacun de notre côté. Puis en plus, on commençait à avoir des vies. Lui avait sa copine, moi la mienne. Donc, ça commençait à devenir compliqué de bosser ensemble. Et finalement, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Le travail de groupe, l'atelier. Oui, voilà. Et donc, j'ai découvert
le fait de travailler en atelier il y a 2 ans à la Villa. C'est un endroit à Paris où il y a Rupert et Mulot, Aude Picot, Léo Marais. François est passé par là, Kilofer. Et on travaille chacun de notre côté, mais il y a concertation. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une espèce de blocage au niveau du scénario, quand on sent pas trop le truc du dessin, sans forcément aller vers les autres pour montrer les dessins, mais à un moment, ça diffuse et il y a une espèce de mise à plat collective très, très informelle et qui me plaît beaucoup. Ouais. Et évidemment, il y a cette émulation, parce qu'avoir les autres travailler, ça donne envie de travailler, mais quand en plus ils font des choses qui me plaisent, moi, ça me donne envie de travailler encore mieux. Comme tous les dessinateurs, vous êtes assez sédentaire, mais vous êtes aussi un voyageur. J'ai mal au dos. Vous êtes aussi un voyageur. Vous avez, Ouais. Je peux vous citer, vous avez dans tout l'univers de Dupuy-Berberian, c'est un album qui retrace donc votre parcours d'illustrateur, on peut dire, surtout d'affichiste. Je ne sais pas si on utilise le mot affichiste, oui. Affichiste, oui. ouais. Vous dites, Pas très joli, on peut oui. être farouchement sédentaire et aimer voyager. J'aime beaucoup cette citation. Il suffit de ne pas trop bouger une fois arrivé ailleurs. Le carnet de croquis est l'outil idéal du voyageur immobile. Il pousse à s'ancrer dans un coin, se fondre dans le décor. L'appareil photo rend le visiteur compulsif et butineur, surtout avec le numérique. Oui, c'est ça. Et du coup, vous avez dessiné des villes. Paris Oui, dernièrement. Ouais, enfin, Dernièrement ouais. Enfin, vous l'avez fait souvent Oui, comme cadre. mais là- genre, je m'y suis mis vraiment. Donc dernièrement, Ouais. pour le Lonely Planet, Oui. illustré de Paris, vous avez dessiné Barcelone, New York, Tanger, une ville particulière, Tanger. Oui. À l'époque où j'y suis allé, on y est allé ensemble, Philippe et moi, c'était il y a longtemps. Les 3 albums, c'est signé Dupuy-Berberian. C'était Tanger, New une York. ville qui donnait l'impression d'avoir été oubliée par la folie entrepreneuse qui s'était emparée du Maroc à ce moment-là. Et ils étaient un peu malheureux. Ils trouvaient que c'était injuste. Et heureusement qu'il y a des gens comme Bernard-Henri Lévy pour aller dépenser leur argent là-bas, acheter des maisons et tout. Je ne sais pas si c'est encore Ouais. d'actualité, mais il possédait une très belle villa Ouais. à Tanger, Qui donnait sur le détroit de Gibraltar. Ouais. juste à côté du Café des Marches. Oui, exactement. Où on pouvait fumer des pétards en regardant le détroit. Et c'est super. Alors là, pour le coup, on peut ne pas utiliser le passé. Enfin, On peut continuer Ouais, à on fumer peut des continuer pétards. à fumer Ouais. Pareil. Heureusement. Ouais. Quand on dessine des lieux, on les regarde différemment. On prend plus le temps de les regarder. On voyage différemment quand on dessine en voyageant. Oui, je sais pas, moi je regarde comme ça en fait, donc j'en sais rien. Comment chacun regarde à sa manière. Moi, c'est ma manière de regarder. Je sais que avant de faire ça, avant de dessiner en voyageant, mais en fait, je me suis mis à voyager presque en même temps que je me suis mis à dessiner en voyageant, parce que ça donne trop envie, quoi, de garder une trace sur un carnet. Puis l'objet du carnet est un compagnon de voyage. Moi qui n'aime pas être loin de chez moi, le livre, le carnet, ça devient mon chez-moi, quoi. Ça devient mon endroit. Et c'est le truc qui a le plus de valeur, quoi, quand je me balade. Voilà. Si une fois on s'est fait braquer toutes nos affaires à Marseille. Et c'est Philippe Dupuy. Non, ma femme et notre fille et des copines avec qui on était, on s'est fait braquer, mais toutes nos affaires. J'avais mon carnet dans ma poche, avec ces pantalons pas très saillants, mais qui ont l'avantage d'avoir des poches. Pantalon à poche. Ouais. Voilà. Le temps court, mais Oui. on peut pas ne pas parler de musique. En plus, ouais. On parlait Julien. de Tanger. On parlait de Tanger. Ouais, qui est une ville mythique pour les groupes qui y sont passés. Les Rolling Stones. Ouais, mais pas que. Pas Et, que.
voilà, Ouais, Ziad le on disait. peut pas ne pas parler de musique quand on parle de Charles Berberian. Il faut parler de musique. Il faut parler de musique. J'ai une autre citation, si ça vous dérange pas. Allez-y. Donc ça, c'est dans Playlist. Playlist, c'est juste vous. Hein. Oui. C'est juste vous. Donc dessin, paroles et musique de Charles Berberian. Charles Berberian ne sait toujours pas si petit il a commencé à dessiner en écoutant de la musique ou s'il s'est mis à écouter de la musique parce qu'il dessinait tout le temps. Oui. Ouais, je sais pas. Tu vas même plus loin parce que tu partages ton temps créatif aussi derrière une guitare. C'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Oui. Voilà, tu dessines avec des musiciens, Oui. tu joues avec eux, Mm. tu joues même des fois sans dessiner. Oui. Comment tu composes avec tout ça? Je sais pas. Ça se fait en fonction de ce qui se présente. Et puis, mais ce qui me, enfin, à un moment, je culpabilisais de trop faire de musique par rapport au dessin, mais je me suis rendu compte que je me suis senti plus dessinateur à partir du moment où j'ai fait de la musique plus sérieusement. Mais bon, si on a 3 heures devant nous, je peux m'étendre sur le sujet. Mais la musique, pour moi, c'est comme le dessin. La voix, c'est comme le trait. Et quand je voyais Blutch et De Crécy dessiner, je trouvais qu'ils dessinaient pas comme tout le monde. Et j'ai compris par la suite qu'ils dessinaient un peu comme des musiciens jouent. Et je me suis mis à envisager le dessin comme une activité comparable à la musique, vraiment, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'instant où on est en train de dessiner. Et j'ai enfin compris comment on pouvait fonctionner sur cette voie tracée par De Crécy et Blutch, qui ont une avance considérable parce qu'ils ont compris ça très tôt dans leur parcours. Mais je suis très attiré par ce type d'approche. Et la musique m'aide énormément pour ça. Donc, et la musique, ce maintenant, sont j'arrive les objets aussi, les disques, les mini-disques. Oui, En les ces temps guitares. de dématérialisation, comment vous vivez ça? C'est une catastrophe. Vous êtes un collectionneur compulsif. Compulsif, ouais. Bah vous, en fait, dans vos C'est déplorable. albums, vous racontez. Il y a plus de place à la maison et il n'y a pas que il y a pas que les Il y a disques. les figurines, Il y a les guitares qui prennent beaucoup de place, les amplis. Enfin, c'est monstrueux. Je devrais habiter dans un château. S'il y a des gens qui ont un château à filer, je suis preneur. Ici, il y a des grandes baraques, je crois, à Angoulême, abandonnées, non? Non? Vous savez pas? Julien. Une annonce. Sonia. Donnez-moi un château. Oui, moi, cette partie musicale est très, très intrigante puisque tu peux à peu près envisager toutes les configurations. Moi, je t'ai vu jouer en groupe, tout seul, accompagner Pascal Comlade à Perpignan il y a 2 ans. Et oui, comme tu dis, c'est très, très, très musical. Tu composes toi-même. Tu es dans une fibre rock, chanson, dylanesque, t'en as un peu parlé dans tes Oui, enfin, albums. pas très rock là, mais ce que je fais dernièrement assez régulièrement, c'est des siestes acoustiques. Alors la sieste acoustique, c'est 1 fois par mois, c'est dans un endroit qui s'appelle La Loge à Paris, rue de Charonne, mais il commence à y avoir des concerts un peu partout. On en a fait au Havre dernièrement pour le festival Le Goût des Autres. Donc ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Le public vient, s'allonge, et les musiciens, il y en a 5 ou 6, jouent sans amplification. Chacun sa chanson en s'accompagnant les uns les autres, donc c'est pas rock du tout parce que il faut surtout pas empêcher les gens de dormir et donc pas d'applaudissements entre les morceaux. C'est Bastien Lallemand qui a trouvé ce principe que je trouve enchanteur. Et donc il y a une bande comme ça, un noyau central constitué de Bastien Lallemand, Albin de la Simone et JP Nataf. Et j'ai réussi à m'incruster en dessinant les flyers des siestes. Et puis maintenant, j'y vais toutes les... En tant que musicien? Tous les...
En tout cas, je fais un peu de musique avec eux. Ouais. Mais eux, c'est des vrais musiciens. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ont une espèce d'approche très très ample de la musique. Oui, bon, je fais de la musique, oui, bien sûr. Je ne vais pas dire le contraire, mais j'essaye de m'incruster. Est-ce que le public souhaite... je suis sûr que quelqu'un dans le public va... Oui. Alors, levez la main. Oui, madame. Donc madame, pour ceux qui n'entendent pas, elle aimerait vous entendre jouer. D'accord. Il y a une guitare là-bas. Venez le 22 février à la loge rue de Charonne à Paris, si vous pouvez. Sinon, je sais pas. Une question, sinon, ouais. Voilà. Il y avait une demande, merci. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Soyez pas timide. Sonia, tu voulais ajouter quelque chose avant? Non, mais parce que là, on voit que c'est de manière séparée, la musique d'un côté et le dessin de l'autre, même si vous continuez à dessiner aussi les affiches, des siestes acoustiques toujours. Mais quel est le lien qu'on peut faire parce que vous filez aussi la métaphore, des fois en parlant d'albums où il y a différentes histoires courtes, vous pouvez dire que c'est comme un album, c'est-à-dire avec différents morceaux, certains longs, certains courts, certains légers, certains graves. Comment est-ce que vous voyez vraiment le lien entre les deux et pourquoi il y a autant finalement de dessinateurs de bandes dessinées aussi qui font de la musique? Il n'y a que ça ici. Il y a Jeff et Étienne, Julien est musicien également. Je sais pas, ça doit être un truc dans le cerveau, une connexion, enfin je sais pas. Mais je pense que le lien entre entre le dessin et la musique est réel, puisqu'il y a aussi des musiciens qui dessinent. Cette connexion, elle se fait évidemment naturellement quand il y a ce truc dans le cerveau, mais dont les plus mauvais aspects peuvent être l'autisme, parce qu'un musicien s'enferme avec son instrument, dans un premier temps, quand il le travaille. Ce qu'on voit sur scène, c'est le résultat de longues sessions de travail presque en solitaire, quoi. Et le dessinateur a ce principe de s'enfermer dans une espèce de bulle. Et c'est pour ça que mon activité me plaît vachement plus aujourd'hui, parce qu'on a une activité qui est vachement plus ouverte sur le monde, l'ensemble de la bande dessinée. Et justement, une revue comme la revue dessinée est vraiment représentative de l'évolution qu'a le dessinateur ou l'auteur de bande dessinée d'envisager son travail. Il regarde le monde et il le retranscrit, mais il le parcourt et il voyage. Et les techniques aujourd'hui nous permettent aussi de dessiner dehors, quoi, d'emmener avec soi. Alors, ça se faisait avant, on n'a pas inventé les croquis d'après nature, mais cette idée de dessiner n'importe où dans le monde et d'envoyer directement les dessins par Internet à l'autre bout de la Terre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de rester chez soi pour gagner sa vie en dessinant, quoi. On peut parcourir le monde et continuer à livrer ses pages à la maison. Enfin, et d'ailleurs, vous signez la prochaine couverture de la revue dessinée. Alors, ouais. Non, c'est bizarre. Hein. Je fais la couverture, je suis invité à l'émission. Oui, ça peut faire un peu. Mais je suis content, moi je suis ravi. Hein. C'est super. En plus, on a mangé du pâté avant l'émission. Mais non, mais cette idée aussi de participer à une revue, c'est ce qui me manquait. Moi, je continue à dessiner dans Fluide Glacial pour ça, quoi. Je trouve que dessiner dans une revue, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, quoi. Tu as commencé par la presse, à vos débuts de dessinateur, même dans PLG, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas directement en album. Presque au même moment, on a publié notre premier album chez un petit éditeur belge qui s'appelle Magic Strip. Mais c'était l'époque où les revues se cassaient la gueule et on envisageait de plus en plus notre activité comme une activité d'auteur de livres que de journaliste, par exemple. Et j'aimais ça, curieusement, enfin ce serait paradoxal, mais le fait
d'être assimilé à un auteur de livre, ça m'a plu aussi, et ça me plaît toujours. En fait, j'aime les deux activités. C'est l'idée de pouvoir faire les deux à la fois me plaît beaucoup. Mais la génération qui est arrivée après, nous, ils font tout sans que ça leur pose de problème. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, ils participent à des revues, ils en font eux-mêmes, ils font des bouquins de 340 pages toutes les semaines. C'est des monstres, quoi. Enfin, mais c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que chaque mutation amène une génération différente d'auteurs et qui réveille ce monde. Et franchement, pour moi, en plus, qui vient de l'extérieur, la bande dessinée francophone, parce que quand j'étais loin de la France, je ne savais pas que la Belgique, ça existait. Je pensais que tout était français. Bref. C'est un milieu que je trouve extrêmement riche, comparé par exemple au cinéma français ou au monde du théâtre de marionnettes français. Il est 20h20, nous sommes déjà très en retard, un quart d'heure de retard. Charles, peut-être Désolé, je suis trop bavard. Non, on a commencé tard. Un mot pour conclure peut-être sur votre actualité, peut-être votre actualité à Angoulême, s'il y en a une en dehors de votre présence ici, ou les rendez-vous à venir. Un peu d'eau me ferait plaisir. Un peu d'eau, ouais, ça c'est pas de l'actualité, il y en a juste merci. là. Merci. Donc c'était ça ? Ok. Bah oui, ouais. On a soif. Ok. Bah, vous pouvez rester avec nous. Merci. Vous pouvez même emprunter la guitare si vous voulez exaucer le vœu de la dame dans le public. Jeff voilà. va pas être content. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Ouais.